Bonjour à tous, je suis Sébastien Casteltor. Il est presque midi, on est le vendredi 4 septembre. Je viens juste de monter depuis le petit village de Tesch et j'arrive ici à Obersatla qui est un point de vue. Ce que vous découvrez en face là, c'est le Weisshorn et ce qu'on découvre aussi bien sûr, et c'est magnifique, c'est le Matterhorn. Et donc je suis ici monté à ce panorama. On est à 2686 mètres à Obersatla. Je suis monté ici pour essayer de regarder un petit peu la géologie de ce panorama, vous en expliquer vraiment les bases. Donc je vais passer un petit moment ici à regarder la littérature, mon ordinateur, j'ai tout monté avec moi. Je travaille un petit moment. D'abord, seule chose que je voudrais quand même faire, c'est vous présenter le panorama. Donc là je regarde vers le sud-ouest, on voit le Cervin ou le Matterhorn. Au pied du Matterhorn on a Zermatt et sa vallée. Et voilà en face de nous, donc de l'autre côté de la vallée, on a le Rothorn de Zinal. Ici le Weisshorn, et donc ce qui va nous occuper tout à l'heure c'est toute la géologie qu'on voit en face de nous, sous le Weisshorn. Et puis là on va passer, là on regarde vers le nord, on voit la vallée. Moi je suis de ce côté de la vallée, donc côté est de la vallée du Mattertal. Et là ce que vous découvrez c'est deux énormes pics, donc tout ça c'est des pics qui sont à plus de 4000 mètres. Ici le dôme à gauche, dans ces deux grands pics qui sont en haut là-haut, le dôme qui est un des plus hauts sommets de ces Alpes péniques ou valaisannes, et puis le Teschhorn. Puis là on continue à regarder vers l'est maintenant. On a le Alpe Hübel, et puis là d'autres pics, on regarde vers la Britannia Hütte, et puis au milieu de la vallée quelque part, je ne sais pas si vous voyez parce qu'on est un peu à contre-jour, on a la hutte du club alpin suisse qui est la Tesch Hütte, et au pied de ces zigzags on a la Tesch Alp, et donc c'est là que notre excursion de géomorphologie va commencer après qu'une navette nous y aura déposé, si le temps le permet. Et donc à gauche là vous voyez ça part vers le Europaweg que nous allons suivre pour retourner jusqu'à Randa. Alors voilà mon équipement, je me suis installé à un endroit, j'ai pris du matériel pour cette sortie. Comme tout géologue il faut prendre un petit peu de tout, il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Une grosse batterie pour le matériel électronique, la carte tectonique de la Suisse, merci à mon collègue Elias Samankassou qui m'a prêté cette carte avant que je parte. C'est pas la dernière version, 1980. Il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis, mais j'ai les cartes détaillées au 25 millième, et puis j'ai cette impression de la carte tectonique de la Suisse qui est vraiment très utile, et je vais essayer de vous la montrer ensuite. Et puis j'ai pris un livre de Helmut Weissert, Der Ozean im Gebirge, avec quelques explications. Et puis merci aussi à Mario Sartori de m'avoir prêté sa thèse sur l'unité du Barhorn. Et donc c'est une thèse absolument à lire. Et Mario vous expliquera beaucoup mieux que moi les Alpes, mais cette thèse m'a énormément servi pour comprendre ce qui se passe ici, notamment les magnifiques panoramas qui sont dessinés dedans. Alors voilà un exemple, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit en face de nous et que je vais vous montrer. Donc vraiment un travail absolument incroyable. Comme il fait beau, j'ai pris ça et puis mes feutres. Comme ça je peux dessiner des choses un petit peu explicatives. Donc voilà la carte tectonique de la Suisse. Et ce qu'on peut faire ici, c'est regarder cette carte et s'intéresser aux pics qu'on a autour de nous, le Matterhorn. Essayer de les localiser sur la carte. Et ce qu'on voit, c'est que le Matterhorn se trouve donc ici, dans cette unité marron sur la carte, qui est l'unité DB, c'est-à-dire l'unité de la dent blanche. Ensuite, si on regarde les zones qui sont autour de nous, on a aussi le Zinal Rothorn juste en face et le Weisshorn. Et si je reviens à la carte, on se rend compte que le Zinal Rothorn est ici et le Weisshorn ici. Donc de nouveau dans cette unité de la dent blanche, DB.
Et puis on a d'autres unités qui sont ici plutôt dans le bleu-gris et dans le vert. Une unité qui s'appelle ZS, dans laquelle se trouve Zermatt et presque Saas-Fee. Et donc ça, ZS, c'est l'unité de Zermatt Saas-Fee. Et cette unité, on la trouve sur la carte et on y associe des pics, notamment le Alalinhorn ou la zone de Zermatt, et on voit ça très bien dans le paysage. Roches qui sont en bas, sous le Matterhorn aussi, là-bas. C'est des roches très sombres. Et sur le terrain, parfois dans le vert. Ici où je suis au Obersattel et puis au Sattelspitz, en fait ici je suis sur l'unité rose, qui est donc Sivier Michabel, dont je vais parler. Et cette unité ZS, dont je parlais, qui est là-bas, on la voit passer ici, c'est ça là-haut, et puis on la voit dans la distance, ça va être cette masse qui est beaucoup plus sombre ici, okay, par rapport à cette unité-là qui est plus marron, qui est SMI Sivier Michabel, donc Sivier Michabel. Donc là on a des unités de la zone de Zermatt Saas-Fee, je regarde vers l'est, et puis la nappe de Sivier Michabel. Donc je reviens en arrière pour vous montrer ça de nouveau dans le paysage. Finalement, on a vu qu'il y avait 3 unités sur la carte tectonique. Ces 3 unités, on les voit à plusieurs endroits. Ici, dans le paysage, on va avoir par exemple, sur ce grand transect qui monte depuis la vallée de Randa, Tasch, Zermatt jusqu'au Weisshorn, on a en bas les roches de l'unité de Sivier Michabel, en rose sur la carte tectonique. Quelque part ici, là, tout en haut, des roches qui sont très sombres, qui sont vraiment à la base de la crête qui monte au Weisshorn, qui sont les roches pincées ici, très étroites de la zone de Zermatt Saas-Fee, roches très sombres, vertes. Et puis au sommet, ici, du Weisshorn, on a les mêmes roches que sur le Zinalrothorn, qui sont aussi les mêmes que sur le Matterhorn, et qui sont les roches de la nappe de la Dent Blanche. Donc sur le profil du Matterhorn, on a Dent Blanche, en dessous on a les zones de Zermatt Saas-Fee qui sont tout là, et puis si on descend la vallée, on va trouver ici cette unité rose de Sivier Michabel. Ce que j'ai fait pour vous, c'est essayer de faire une simplification de la carte tectonique sur mon carnet de notes. Notamment parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la limite entre les terrains, ici, sur la carte tectonique, on a des tracés rouges. Ces tracés rouges, il y a des petits triangles qui sont accrochés. Et on ne voit pas ça très bien ici, et notamment avec la caméra, donc j'ai fait un petit dessin qui simplifie ça. J'ai essayé de reprendre les couleurs, donc on a sur la carte tectonique la nappe de la Dent Blanche en marron, ensuite je dis nappe ou unité, ensuite vous verrez pourquoi je dis nappe, ensuite on a ces unités ici bleu, gris et vert qui sont la zone de Zermatt Saas-Fee ou nappe de Zermatt Saas-Fee. Et puis ensuite on a ici cette unité Sivier Michabel ou nappe de Sivier Michabel. Et c'est ça que j'ai repris ici, donc ici en rose. Là j'ai pas de rose, hein, donc j'ai mis ça en rouge, c'est Sivier Michabel. Ensuite on a ici la zone de Zermatt Saas-Fee, plutôt dans les verts, avec la vallée ici dans laquelle on a Zermatt, Tasch, Randa, on va vers Saint-Nicolas et Visp. Donc on sera arrivé dans l'excursion de géomorphologie avec Marcus, on sera arrivé par là en train et on se sera arrêté ici à Tasch. Et puis ensuite on a cette unité de la Dent Blanche ici, qui est en marron sur la carte tectonique. Et donc là j'ai, avec les pics, Matterhorn, Zinalrothorn, Weisshorn. Et ce que j'ai voulu faire ici, c'est mettre en évidence ces petits triangles, parce que ça c'est majeur. C'est un figuré en géologie structurale, qui signifie qu'on a ici un plan de chevauchement, et qui signifie que cette unité ici, dans laquelle se trouvent les triangles, chevauche par-dessus celle-ci.
Donc celle-là est structurellement au-dessus. Structuralement, c'est-à-dire que dans la structure, si je devais faire par exemple un forage, et que je fasse un forage depuis le sommet du Matterhorn, okay, je m'installe là-haut, je commence à faire un forage, je vais d'abord trouver l'unité de la dent blanche, et puis au bout d'un moment je vais tomber sur cette unité qui est dessous. Okay, et ensuite, ce que vous voyez, c'est que l'unité de Zermatt-Saas-Fee, les triangles là, sont dans cette unité. Donc ce deuxième tracé, cette deuxième limite ici, qui est à la limite entre Sivier-Michabel et Zermatt-Saas-Fee, il indique que la zone de Zermatt-Saas-Fee se trouve par-dessus la zone de Sivier-Michabel. Donc on a un empilement d'unités, avec tout en haut, c'est pour ça qu'on les appelle des nappes, tout en haut la nappe de la dent blanche, en dessous la zone de Zermatt-Saas-Fee, et en dessous la zone de Sivier-Michabel. Pour l'interprétation de cet empilement de nappes et comment on est arrivé à cet état de fait et qu'est-ce qu'il signifie, j'ai fait vraiment un petit schéma d'évolution très très simplifié, je dirais qui est certainement faux en grande partie, mais peut-être qui permet de comprendre au premier ordre les choses. Alors voilà, ça c'est un schéma d'évolution en 3 étapes parce qu'il y a 3 unités. Et donc j'ai voulu les représenter ça en 3 étapes. La situation que je représente ici, cette interprétation-là, c'est issu de plusieurs décennies. Depuis longtemps, les gens essaient de comprendre la signification de ces différentes unités dont on vient de parler. Dent Blanche, Zermatt-Saas-Fee, Sivier-Michabel et beaucoup d'autres dans les Alpes. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la zone de la dent blanche, que j'ai représentée ici, ça représente le continent au sud d'un océan qu'on appelait la Thétis, qui c'est cet océan qui a vécu, qui s'est ouvert pendant le Jurassique notamment, jusque quelque part dans le Crétacé, donc il y a 100 ou quelque chose comme ça, millions d'années. Et puis à un moment, on a arrêté d'ouvrir cet océan, et on a commencé une compression qui va être une convergence entre les différents continents, donc entre l'Afrique au sud et l'Europe au nord. Et c'est ce qui est représenté ici. On va commencer une convergence entre ces continents. Et l'interprétation finalement, ce que je vous représente ici, ce stade initial, c'est une fois qu'on a interprété tout ce paysage qui est autour de moi et qu'on a décidé d'attribuer à chacune de ces zones dont j'ai parlé une position paléogéographique. Et donc je reprends ici en disant que la dent blanche c'est interprété comme ce qui serait la bordure nord du continent africain à l'époque. Donc il y a, ça ce serait une situation il y a 60 ou 50 millions d'années. La zone de Zermatt-Saas-Fee, c'est les reliques de l'océan qui séparait l'Afrique au sud de l'Europe au nord. Et la partie européenne, elle est plus complexe que ce que j'ai dessiné ici, mais sa partie sud, la partie sud de l'Europe, puisque l'Europe continue vers le nord, c'est en partie cette zone, ici en tout cas, c'est cette zone, c'est représenté par ces roches de l'unité de Sivier-Michabel. Et ça, ici on appelle ça le domaine pénique, c'est aussi ce qu'on appelle le domaine briançonnais. Alors, ce qui s'est passé quelque part à l'Éocène, donc il y a 50 ou 40 millions d'années, je n'ai pas les détails de ces datations ici, et c'est difficile de dater ces événements de manière très précise, mais c'est déjà pas mal de savoir que c'est à cette époque-là, et on a des arguments pour le dire, c'est que à cause de la convergence entre ces continents, on va développer des chevauchements qui vont en fait casser la continuité de ces unités, plus ou moins probablement au niveau de leurs limites. Et donc un chevauchement, c'est un plan tectonique, c'est une faille qui va séparer, en l'occurrence, cette zone de la dent blanche de la zone de Zermatt-Saas-Fee. Et ça, c'est parce qu'on va avoir maintenant une structuration avec
cette plaque là qui va passer sous cette plaque là. Donc ça, ce serait une plaque supérieure parce qu'elle va rester dessus, et ça serait la plaque inférieure. Et on va avoir une subduction avec une zone océanique qui passe sous un continent. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que j'ai représenté ici, avec la zone de Zermatt-Saas-Fee qui passe sous le continent africain. Peut-être des reliques d'océan. Et là, au nord, encore le sud de notre continent. Donc vous voyez que si on avait un point fixe ici, mais en fait ce point fixe se retrouve maintenant ici. Donc on a eu un déplacement vers le sud. Tout ça de manière très schématique. Et ce déplacement, il s'est fait à la faveur d'un grand plan de chevauchement qui est ici. Je fais une flèche comme ça. Et qui est ce plan de chevauchement qu'on trouve ici à la base de l'unité de la dent blanche. Et puis ça, c'est une situation qui va continuer pendant tout l'Éocène et même l'Oligocène et ensuite le Miocène. Je rattrape ma carte. Et au bout d'un moment, ça devient compliqué de continuer la déformation ici, et on va avoir la zone de Sivier-Michabel qui, elle, va passer dessous à la faveur d'un nouveau chevauchement qui va venir ici faire passer la zone de Zermatt-Saas-Fee sur l'unité de Sivier-Michabel. Et donc on se retrouve avec une structure où on a maintenant la nappe de la dent blanche ici, par-dessus la zone de Zermatt-Saas-Fee, elle-même par-dessus la zone de Sivier-Michabel, avec à chaque fois une limite ici qui va être une base de nappe, et ici aussi une base de nappe. Et bien sûr, pendant tout cet épisode, on voit que cette limite-là va être poussée vers le haut par le fait qu'on amène des roches par-dessous. Donc on va en fait petit à petit épaissir. Vous voyez que l'épaisseur ici crustale maintenant est beaucoup plus grande que ici au même endroit avant la collision. Et en épaississant, bien sûr, on érode, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec des pics qui sont par exemple le Matterhorn ou le Zinalrothorn ou le Weisshorn, qui sont ici isolés sur la zone de Zermatt-Saas-Fee. On peut trouver aussi des pics de zone de Zermatt-Saas-Fee isolés, comme par exemple l'Alalinhorn, isolé par-dessus la zone de Sivier-Michabel. Donc voilà une explication possible, et de nouveau je finis avec ce point fixe ici. Donc on a continué notre convergence de cette manière. Et là je ne mets pas de dimension ni d'échelle à toutes ces choses, c'est vraiment uniquement un schéma explicatif, mais qui vous explique un petit peu pourquoi on a ici cette superposition de nappes. Et voilà. Alors je réalise que j'ai oublié juste un petit détail, mais qui est important, c'est de vous dire que ces roches ici de croûte océanique de la zone de Zermatt-Saas-Fee, c'est donc des roches spéciales. Les roches de la croûte continentale, que ce soit Afrique ou dents blanches, c'est plutôt des gneiss. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici juste à côté de moi. Ça c'est les zones de Sivier-Michabel. C'est des gneiss qui représentent la croûte briançonnaise. Alors que ça va être plutôt des roches basiques, gabbro, basalte, etc., qui ont été métamorphisées bien sûr pendant cette collision, cet enfouissement en profondeur avec l'augmentation de la température et de la pression. Et maintenant, ça représente ici une petite bande de roches vertes. C'est aussi pour ça qu'on les dessine en vert, mais c'est vraiment des roches vertes et sombres sur le terrain. Et c'est ça qu'on appelle des ophiolites. Et on appelle ça aussi une suture ophiolitique, parce que c'est donc
disons, la zone de suture, la zone de cicatrice entre les deux continents. Voilà, ce qu'on voit là-bas, c'est donc le Cervin, le Matterhorn, qui représente finalement ce continent africain, en noir sur mon schéma précédent. Un petit bout, presque un chicot de continent africain, comme le Zinalrothorn et puis le Weisshorn. Donc ces unités-là, elles sont en chevauchement par-dessus la zone de Zermatt-Saasfee qui représente les reliques du continent qui était là, qui séparait l'Afrique de l'Europe à l'époque. Donc c'est toute cette zone ici de roches très sombres et vertes, des roches de l'océan Tethys qu'on va retrouver ici et puis dans la distance là-bas, notamment au niveau de l'Alaline Horn. Et puis ces roches de l'océan Tethys, de la croûte océanique téthysienne, eh bien, elles sont en chevauchement elles-mêmes sur l'unité de Sivier-Michabel. Donc on a l'unité de Sivier-Michabel qui sont toutes ces roches-là, qui font tout le flanc de cette vallée, qui sont descendues par-dessous la zone de Zermatt-Saasfee, qui portait elle-même sur son dos les roches d'origine africaine, si on veut, du continent africain, comme par exemple ici tout le sommet du Weisshorn. Donc on a une superposition de nappes, de zones qui sont très externes, qui viennent du sud, qu'on retrouve maintenant ici. Et puis on voit donc l'Europe, l'océan téthysien et puis l'Afrique. Et donc ça c'est magnifique comme géologie. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête ici quand on vient regarder les Alpes péniques dans ces vallées. Et c'est une structure et un système de fonctionnement en superposition de nappes qu'on va retrouver avec les nappes les plus lointaines, celles qui viennent des parties les plus méridionales, qui se retrouvent le plus haut dans le paysage, donc qui forment les pics les plus hauts. Comment on sait que, par exemple, toute cette zone de Sivier-Michabel, ça représente le continent briançonnais. On a au sommet des roches un petit peu plus claires qui sont des marbres. Donc il y a une unité ici assez grise. On va suivre après dans le paysage ici qui est très grise, très clair, qui descend, qu'on va retrouver un petit peu ici de l'autre côté dans la vallée de Zermatt. Ça, ce sont des marbres, c'est-à-dire des calcaires qui ont été métamorphisés. Les gens ont montré qu'ils étaient d'âge jurassique en partie et qu'ils portent sur leur sommet, tout à fait sur leur sommet, des roches d'âge crétacé et même des roches d'âge éocène. Et cette série, elle repose aussi sur des sédiments triasiques. Donc on a ici un socle cristallin qui sont des gneiss ici, les gneiss de l'Ergisch-Horn, qui sont d'âge très mélangé, très varié, notamment même protérozoïque, donc plus d'1 milliard d'années, qui portent sur leur dos, sans chevauchement, une couverture sédimentaire d'âge triasique à éocène, donc secondaire et tertiaire. Il y a même une partie de roches paléozoïques. Mais donc on a une série sédimentaire ici, assez peu épaisse, mais finalement assez complète en âge. Et cette série est chevauchée par les roches sombres, ici, qu'on voit là, de Zermatt-Saasfee. Si je zoome un petit peu, on voit bien ici ces zones sombres, et puis les zones plus claires qui sont l'unité ici, qu'on voit ici aussi, cette unité-là, qui sont ces marbres et ces sédiments qui sont sur les gneiss de l'Ergisch-Horn. Donc Mario a travaillé sur ces séries, travaillé sur leurs âges, travaillé sur leur structure, sur leurs épaisseurs. Et il a pu montrer qu'on avait des séries ici qui étaient clairement associées à cette zone briançonnaise, et notamment dont on peut reconnaître l'appartenance quand on va se promener dans les Préalpes, la zone plus proche de Fribourg par exemple,
Et donc ça, c'est la zone de couverture briançonnaise qui est clairement au nord de l'océan Thétis, et puis qui va être parfois, elle reste solidaire de son socle briançonnais comme ici. Parfois, elle est décollée, c'est-à-dire que à la limite entre le socle gneissique, cristallaire et la couverture, on peut avoir un décollement, donc une zone de fracture, qui va faire que cette couverture mésozoïque et cénozoïque va être transportée plus loin, et c'est le cas par exemple de ce qui se passe pour les préalpes qu'on verra avec vous dans les sorties de géologie alpine dans le bachelor de géologie. Donc voilà, c'est important de reconnaître ça, parce que c'est ça qui nous permet de dire qu'on a ici une zone briançonnaise, et on voit que la sédimentation est active jusque dans l'Éocène. Donc si on avait de la sédimentation dans l'Éocène, ça veut dire que toute cette structuration en nappe qu'on voit est post-Éocène. Alors voilà, je m'en vais de cet endroit, c'est maintenant 2h30. Je quitte donc de Obersattla. C'est donc un endroit magnifique, c'est le au revoir du randonneur, le au revoir du géologue. Un conseil à vous, tous les élèves du bachelor de géologie de Genève. J'aime bien quand on quitte un endroit, qu'on fasse comme l'explique Sylvain Tesson dans ses livres. Il y a deux choses qu'on doit laisser quand on part d'un endroit qu'on vient d'apprécier pendant un bon moment. La première chose, c'est rien, ça veut dire on laisse l'endroit propre. On n'oublie rien, pas de mégots de cigarettes, pas de papier bien sûr, rien qui puisse polluer l'endroit. Et la deuxième chose, c'est un merci à l'endroit, un merci de la beauté du site qui nous inspire vraiment beaucoup, et puis qui nous apprend beaucoup sur le fonctionnement de la planète. Alors, moi j'ai rien laissé, je dis merci à l'endroit, et puis on se retrouve en salle, et j'espère qu'on pourra se voir ici, peut-être pas sur ce panorama-là, mais sur un qui est un petit peu plus bas, plus accessible, mais d'où on verra la même chose. Au revoir!